Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ça y est, c'est fait. Le Conseil constitutionnel ivoirien a proclamé ce mardi 4 novembre définitivement élu le président sortant Alassane Ouattara avec 89,77% des suffrages. Après sa prestation de serment, l'homme entamera son 4e mandat, soit le 2e mandat de la 3e République. C'est donc l'épilogue d'un processus électoral assez tendu qui aura tenu en haleine les Ivoiriens, mais pas seulement. Alors, quels sont les enseignements véritables de cette présidentielle houleuse qui vient de s'achever et surtout, quels sont les défis du nouveau quinquennat du président Alassane Ouattara? Plusieurs invités avec moi pour en parler. Tiekoura Aboubakar Diaby, vous êtes un homme heureux. En ce moment, vous avez été un des membres de campagne. Vous avez été en charge de la campagne du président, du candidat Alassane Ouattara, délégué en charge de l'organisation et du protocole de la section française du RHDP, le parti au pouvoir. Alors le président Alassane Ouattara réussira-t-il à réconcilier les Ivoiriens qui auront été fracturés par cette présidentielle qui s'achève? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pascal Logbou, l'homme amer qui ne décolère pas. Mais que pensez-vous de la victoire définitive de l'homme que vous accusez d'avoir écarté de la présidentielle, le leader de votre parti, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo? Vous êtes justement le représentant en France du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. On en parle au cours de cette émission. Merci. Bonjour Richard, merci de m'avoir invité. Ogina Sea, membre du bureau politique du PDCI RDA, l'homme lucide qui n'était pas toujours d'accord avec les stratégies, ou du moins avec tout au sein de son parti, mais qui, par discipline, s'est plié à tout. Vous avez exclu tout plan B. La fin de l'histoire vous donne des raisons. On en parle au cours de cette émission. Merci. Bonjour, merci Ogina Sea d'avoir accepté notre invitation. Et le deuxième homme heureux et autour de cette table s'appelle Sigata Ouattara, vice-président de l'Union des cadres de la section française du RHDP, le parti au pouvoir. Quels sont les défis du nouveau président qui commence pour le président Alassane Ouattara et pour votre pays, la Côte d'Ivoire? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai avec moi ma consoeur Karine Oriot. Vous êtes journaliste, analyste politique, par ailleurs directrice de l'information de Quotient Life. Merci, consoeur. Merci beaucoup, Richard, pour l'invitation. Comme toujours, ce sont eux qui ont le dernier mot et tout processus électoral finit par eux. Les sages, c'est ainsi qu'il est convenu de les appeler. Les membres du Conseil constitutionnel ivoirien ont donc validé ce 4 novembre la victoire du président sortant Alassane Ouattara. On écoute la juge Chantal Nanaba Camara, la présidente du Conseil constitutionnel ivoirien. Considérant que la juridiction constitutionnelle n'a enregistré aucune réclamation, que par ailleurs, l'examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à affecter le résultat d'ensemble, conférant ainsi au scrutin toute sa légalité et sa légitimité, qu'il échait de proclamer le résultat définitif de l'élection du président de la République du 25 octobre 2025, ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits, 8 568 456. Nombre de votants, 4 292 474. Taux de participation, 50,10%. Bulletin blanc, 66 788. Bulletin nul, 105 156. Suffrage exprimé, 4 187 318 ont obtenu. Monsieur Alassane Ouattara, 3 759
030 voix, soit 89,77%. Karine Orio, comment commencer cette émission sans une pensée pour ces Ivoiriens qui ont inutilement perdu la vie au cours de ce processus électoral? Et on pense notamment à ce gendarme dont la vocation était de servir la République et de protéger les citoyens et qui lui aussi aura perdu la vie. Peut-être devrons-nous, au XXIe siècle, cesser d'être le continent où les présidentielles doivent être des moments crisistiques où on perd inutilement la vie. Effectivement, les tensions avant l'élection dans nos pays, surtout de la sous-région, mais pas que, interpellent de plus en plus. Il y a des pertes de vies humaines, il y a des manifestations qui sont souvent violentes. Et la question aujourd'hui que l'on se pose, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des scrutins électoraux sans que forcément il y ait des pertes de vies humaines? Je pense que ça interroge tous les hommes politiques, toute la classe, de tous bords, bien sûr. Ici, il n'y a pas qu'à dire que c'est de la faute ou de l'opposition ou des personnes qui sont au pouvoir, mais je pense que ça interroge toute la classe politique, mais nous aussi en tant que citoyens. Pascal Logbo, Oui. 89,77%. C'est le score avec lequel le président sortant Alassane Ouattara vient de remporter la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Comment accueillez-vous ce score, cette victoire qui vient d'être définitivement validée par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire? Bien, bon, merci Richard. Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire. 89,77. C'est ça. Ça, ce n'est pas un score qui vient de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui, il y a une opposition forte. Le président Laurent Gbagbo, le PPACI du président Laurent Gbagbo, le PDCI RDA du président Félix Houphouët-Boigny ne participent pas à une élection en Côte d'Ivoire. Comment on pourrait qualifier une telle élection jusqu'à ce qu'un candidat dans notre pays gagne au premier tour une élection à 89,77%. Ce que je voudrais dire ici, oui, c'est que dans notre parti, nous considérons qu'il n'y a pas eu d'élection. On a plutôt vu un braquage électoral que vient d'enjoliver la présidente du Conseil constitutionnel. C'est la position de mon parti. c'est la position de votre parti. Et lorsqu'il y a coup d'État, naturellement, je ne sais pas pourquoi le droit ivoirien cherche à rendre positif ce que nous avons déjà constaté depuis vendredi. Abidjan.net, un site proche de Ouattara qui a l'habitude de proclamer les résultats, donnait déjà des résultats. Nous, on va s'en tenir aux résultats tels que proclamés Oui, c'est pour dire que, par le Conseil c'est constitutionnel. pour dire que ce que vient de dire le Conseil constitutionnel ne reflète pas. Ne reflète pas. Notre pays, où je dis bien, où se trouve l'opposant panafricain, le président Laurent Gbagbo. Même contre Houphouët-Boigny, on n'a pas donné ce score-là à Gbagbo. À plus forte raison, une élection où Ouattara fait un 4e mandat en violation. C'est pour ça que je Vous voulez dire que le président Houphouët-Boigny n'a jamais eu un tel score? C'est ce que vous vouliez dire? Quand il était contre Quand Gbagbo, il avait Laurent Gbagbo comme voilà, opposant. voilà. Il n'a D'accord. pas eu ce score. Donc voilà. Donc, mais les temps changent. tout à l'heure, non, les temps ont changé. Oui. Donc ça devait être dans l'inverse. Parce que nous connaissons notre pays. Et nous disons que lorsque Gbagbo Laurent et Tidiane Thiam, le parti d'Houphouët-Boigny, ne sont pas dans une élection, c'est qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est pourquoi Eli Pada, souvent les gens disent, Eli Pada n'a pas dit les choses, Non, on va pas parler mais de cette... le monsieur, il a dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Oh, non. Et effectivement, il n'y a pas eu d'élection. Ce monsieur n'a aucun rôle politique. Et ouais, mais aucune légitimité. Il n'a aucune légitimité, mais c'est un citoyen. Oui, c'est un citoyen. Donc sa parole, je veux dire que sa parole a été vraie. Parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un coup d'État. Donc aujourd'hui, ce que vient de faire la présidente du Conseil constitutionnel est un enjolivage des chiffres qu'elle veut légitimer à travers le droit.
Merci. Donc Merci tout à l'heure, vous aviez parlé du deuxième mandat d'une certaine troisième on reviendra. On va revenir là-dessus. C'est pour dire que nous, on parle de quatrième mandat. Merci beaucoup. Monsieur Tiekoura Aboubakar Diaby, alors je l'ai dit, vous êtes un homme heureux. Sans surprise, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a donc validé la victoire de votre candidat. Merci Richard, merci à la chaîne NCA de nous recevoir, mon jeune frère Sigata et moi, pour que nous parlions de l'élection de notre candidat Alassane Ouattara, le pas de sa réélection à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire, élection qui aujourd'hui a été validée par le Conseil constitutionnel de façon officielle. C'est ça. Donc nous sommes très heureux et en cela nous voulons donc féliciter le candidat Alassane Ouattara qui est réélu président de la République et féliciter aussi toutes les personnes qui sont engagées dans cette campagne-là, notamment ici en France, notre directeur régional de campagne, le ministre Kakou Adom, le coordinateur Europe Ange Nda, le délégué extérieur pays Tidiane Koné, et aussi, il ne faut pas oublier, notre secrétaire national. Pour revenir à ce que M. Logbo disait tout à l'heure... Pas forcément répondre à ce que disait... Non, je ne réponds pas, mais... Monsieur Logbo, vous nous dites comment vous accueillez cette victoire, ce que ça inspire pour vous, surtout que la campagne a été quand même entachée de cela augure des lendemains meilleurs. De tueries, oui. Cela augure des lendemains meilleurs pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand on se réfère au programme de gouvernement de notre candidat, aujourd'hui réélu président de la République, on sent que la Côte d'Ivoire va connaître des lendemains meilleurs. Cela dit, comme Karine le disait tout à l'heure, tant qu'il y a des morts, il faut déplorer ces morts-là. Ça, c'est tout à fait légitime. Personne n'encouragera ces morts. C'est regrettable. Ces personnes qui sont emprisonnées, ces personnes qui sont décédées, et personne, et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu encore un seul représentant des partis qui ont appelé au boycott actif de ces élections-là, rendre visite à ces personnes qui sont incarcérées. On n'a pas encore vu ces membres de ces partis politiques-là aller rendre visite aux membres des familles des personnes décédées pour leur porter ne serait-ce qu'un petit bout de pain. Donc, vous l'avez fait? On ne l'a pas fait, mais on le déplore. D'accord. Je ne sais pas, mais on le déplore parce qu'on n'a pas appelé à la manifestation. Ceux qui appellent à la manifestation, je comprends. C'est eux qui sont les responsables de ces faits-là. Enfin, vu comme ça, oui. C'est eux qui doivent prendre les devants de ces choses. Donc, franchement, je pense qu'il ne faut pas revenir en arrière sur des choses. C'est ça. Sinon, après, on peut faire des parallélismes. Quand quelqu'un est élu à 37%, et quand on lui dit qu'il est mal élu, il dit « je ne suis pas mal élu, je suis élu, point ». Ça, c'est Laurent Gbagbo qui le disait en 2000. Donc après, il ne faut pas venir refaire l'histoire. On connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, les récentes. Donc vous aussi, vous répondez, vous n'êtes pas mal élu, vous êtes élu, point. C'est ce que vous répondez On aussi. est élu dans la meilleure des formes possibles. Dans la meilleure des formes. Et ça ne change rien, à notre position. Merci. Ogina Sea, alors très rapidement, c'est vrai que dans deux précédentes émissions, vous, tout comme le PPACI, le représentant du PPACI qui est ici, vous aviez exclu tout plan B. Et vous avez donc finalement, on va dire ça comme ça, laissé le boulevard libre pour le candidat Alassane Ouattara. Est-ce qu'avec le recul, vous ne trouvez pas que finalement, sans le savoir et sans le vouloir, votre plan B était Alassane Ouattara? Comme M. Logbo l'a dit tout à l'heure, l'idée d'un plan B ou d'un plan A ne fait sens que lorsqu'on est dans une élection crédible et sérieuse. Là, ce qui s'est passé, ce n'est pas une élection. Même le candidat, le président sortant, ou qui est entrant maintenant, si on veut le dire, il n'a même pas fait plus de 5 villes ivoiriennes pour sa campagne. Et il a des équipes qui étaient déployées sur le terrain. Oui, on peut le dire ainsi. Sinon, on ne fera pas campagne non plus, hein, puisque tous les candidats ont toujours des équipes. Donc, ce qui s'est passé n'est pas du tout une élection, ce n'est pas l'aspiration populaire, ce n'est pas à ça que les Ivoiriens s'attendaient à 2025. Parce qu'en 2025, tout était réuni pour qu'on ait une élection apaisée, ouverte, où les gens allaient choisir leurs dirigeants de manière responsable et tout. Et la population avait eu cet engouement-là. On a vu dans la RLE de 2024, les gens se sont enrôlés massivement parce que cette année, ils ont dit qu'il y a des candidats de qualité. Le président Laurent Gbagbo est de retour. On a un brillant cadre, Tidiane Thiam, qui est rentré au pays, qui est candidat. Les gens étaient motivés parce qu'ils se disaient on va se doter de dirigeants qui vont construire notre bonheur. Alors, on s'est heurté à un parti qui a théorisé la violence comme outil de maintien au pouvoir et qui a tout verrouillé, qui a exclu les candidats, qui a tout cadenassé, qui s'est choisi une petite palette de figurants et qui est parti se présenter à une élection
dont le score étonnerait Staline lui-même, un score stalinien, où si Staline même le regarde, il va dire non mais les gars, arrêtez, en 2025, on ne peut pas se permettre ça. Même si Staline vivait en 2025, il ne se donnerait pas ce score. Surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où on connaît le spectre politique, on sait que c'est un triangle équilatéral, bon, relativement équilatéral, on connaît les positions, on connaît la sociologie du vote, on ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre ça. Et c'est vraiment malheureux de voir chaque 5 ans que ce parti-là nous enferme dans ce cul-de-sac et que chaque 5 ans, on a des concitoyens qui doivent mourir. Nous, on a essayé par tous les moyens d'utiliser les instruments juridiques à notre disposition. Malgré cela, ils ont tué 23 Ivoiriens. 33 Ivoiriens, plus le chiffre est de vous. Hein. 33, non, ce sont les chiffres officiels, là. C'est pas nous. Nous ne sommes pas des croque-morts, nous ne gardons pas de morts. Ce sont des chiffres ivoiriens, des 33 Ivoiriens qui sont décédés autant que le gendarme, hein, donc les gendarmes y compris. Donc, il y a des Ivoiriens qui meurent chaque 5 ans parce qu'on a un parti qui, aujourd'hui, a théorisé la violence comme donc, aucun regret par rapport à votre stratégie? Non, la stratégie ne fait sens que lorsque vous êtes dans un débat politique, comme je vous ai dit, un jeu politique ouvert. Si on était dans un jeu politique ouvert, nous, ça ne nous coûtait rien de choisir quelqu'un derrière qui allait. On est face à des gens qui ont tout verrouillé depuis l'enrôlement jusqu'à la proclamation de leur simulacre de résultats d'élection. Donc, pour nous, il n'y a pas eu d'élection. C'est malheureux qu'on en soit là et que c'est malheureux qu'encore les portes de la violence soient encore ouvertes et éventuellement sur 2030. Pourquoi? Parce que les mêmes outils qu'ils utilisent, ils ont utilisé les mêmes outils en 2020. On a joué au foot avec la tête de Toussaint. Bon, ils se sont maintenus. En 2025, ils utilisent les mêmes outils de violence. En 2030, ils ne seront pas rassasiés du pouvoir. Ils voudront reprendre les mêmes méthodes qui visiblement marchent pour eux. Vous ne trouvez pas que vous y contribuez aussi un peu? Honnêtement. Il y avait des candidats en face. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Il y avait des candidats. Si les Ivoiriens... Très bien. On reviendra sur certains aspects importants de notre discussion. Monsieur Ouattara, il n'y a pas eu élection, disent-ils, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu de présidentielle. Non, mais ça me fait sourire. Je pense que même vous êtes resté dubitatif face à la réponse parce que vous lui avez posé une question très claire. Il est allé dans tous les sens. Et ça, en fait, une personne éclairée, c'est quelqu'un qui sait tirer les leçons de ses actions. Mais à les entendre, rien. En fait, quand vous avez affaire à une opposition qui a un lexique qui est connu. C'est quoi le lexique de l'autre? C'est ce qu'ils ont répété. Oui, on avait des candidats, on a écarté, tout est verrouillé. Mais il y a une forme de il y a une forme d'incohérence tant dans la posture que dans leur démarche. Quand ils disent que tout est verrouillé, mais ils sont allés retirer les packs de parrainage à la CEI. C'est vrai, vous avez raison. Ils sont allés déposer les candidatures à la CEI. Vous avez raison. Ils ont même voulu marcher parce que leurs candidats n'ont pas été retenus. Donc tu ne peux pas dire que je ne reconnais pas un quatrième mandat et puis tu participes à ce processus électoral. Il y a une incohérence. Ils ont toujours été incohérents depuis des lustres. Et ça ne nous étonne pas. Nous disons que la démocratie, là, ce n'est pas un buffet où on vient prendre ce que nous aurions, on s'en va. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons une belle opposition, et je salue même l'opposition qui a participé justement à ces élections-là, qui ont fait preuve d'un esprit républicain, et nous avons fait ces élections-là. Et je salue même la maturité. Non, c'est l'occasion pour moi de saluer la maturité du peuple ivoirien qui a choisi d'aller aux urnes. Le taux de participation est quand même faible. Par rapport à quoi? Par rapport à quel levier? Mais l'idéal dans un processus électoral réussi, c'est que tous les électeurs participent au vote. Ouais, dans quel pays? Donnez-moi un pays où tous les électeurs ont voté, où on a eu un score de 100%. Non, mais pas 100%. Mais... Non, arrêtez. Non, je pense que ne vous laissez pas. Non, moi je me laisse pas personne. Mais ce taux, en dehors du taux. Donc vous, le taux vous importe peu? Le taux de participation? Nous avons un bon taux. Et ce n'est pas tant les chiffres qui dérangent. Il ne faut pas accuser les chiffres. D'accord. On ne peut pas accuser les chiffres. Ils sont de vous. Hein. Les chiffres sont cohérents par rapport à ce qui se fait depuis nos élections en Côte d'Ivoire. La seule fois où on a eu un pic,
C'était en 2010 où on a atteint les 80%. Mais le taux le plus faible, et je le rappelle, n'en déplaise aux gens, c'est 37% lorsque Gbagbo a été... Vous avez raison. Et, vous avez totalement quand il dit raison. que le PDCI n'a pas participé, le PPACI n'a pas participé, donc il n'y a pas d'élection. Mais en 2000, je rappelle qu'il y avait ni le PDCI, ni le LDA à l'époque. Voilà. Donc, Vous avez raison. vous voyez, cette incohérence, ces analyses à géométrie variable, c'est connu. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens les connaissent tellement qu'ils font la sourde oreille, ils préfèrent aller vers ce qui est normal et puis aller dans le sens de ce qui est normal. C'est pourquoi leurs appels au chaos n'a rien donné. Les Ivoiriens, dans leur majorité, ont accepté d'aller dans les urnes et ils n'ont pas répondu aux appels de ces votes en guerre. On a eu tout genre de prophéties apocalyptiques ici. Très bien. Mais non. Avançons dans cette émission. Karine Orio, vous êtes journaliste, analyste politique. Quand on observe le jeu politique ivoirien, on va dire depuis Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant, Alassane Ouattara, il a tout obtenu. Au fond, il n'y a pas un seul objectif politique que cet homme d'État n'a pas atteint. Son dernier objectif politique qu'il voulait, c'était de clouer, son souhait, on va dire, c'était de faire condamner Laurent Gbagbo par la CPI et de le laisser là-bas. Quand le juge Tafoussé a dit non, pas question, je la quitte, avec ses collègues, à Abidjan, un procès l'attendait, il est condamné à 20 ans et il est exclu. Au fond, même plus que Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara a atteint tous ses objectifs politiques en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est en politique jusqu'au moment où on est en train de faire cette émission, finalement. C'est un véritable animal politique, l'homme. Oui, vous avez répondu à la question. Je pense que la politique, ce n'est pas la maternelle. Et qu'effectivement, quand on y est, c'est clair que ce n'est pas un jeu d'enfant. Et que, effectivement, au regard des éléments que vous venez de citer depuis des années, on a l'impression que le président, lui, s'est toujours préparé. C'est-à-dire qu'il se prépare à ses adversaires politiques. Ce qui, en soi, est un peu normal, c'est la politique. C'est la politique. J'ai envie de vous dire que c'est la politique. Maintenant, effectivement, les questions qui ont déjà été posées en ce qui concerne ce scrutin de 2025, c'est que, hélas, quand on regarde l'opposition, on a vraiment l'impression que, malheureusement, il y a un peu d'impréparation. Oui. Voilà. Et même, je suis très curieux, excusez-moi, vous avez fini, Oui, bien sûr. Que vous ne trouviez pas qu'il y ait eu la moindre erreur, ni dans la stratégie, ni dans les postures qui ont été Pascal Lobou, on a en face, ce que je viens de dire, c'est très important. Le président Alassane Ouattara, ce monsieur, il a atteint tous ses objectifs. Alors, à chaque fois que les rapports de force ne sont pas en sa faveur, il sait faire usage de ruses. On l'a vu en 2014 avec Henri Konan Bédié, l'appel de Daoukro. On l'a vu après avec Guillaume Soro, où il lui a fait croire qu'il sera probablement son successeur, alors que ce n'est pas le cas. À chaque fois, ce monsieur a toujours trouvé le moyen de prendre le dessus. Est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui l'humilité de le reconnaître? Et que vous aussi, vous vous êtes trompé de stratégie en excluant tout plan B? Peut-être auriez-vous pu gagner cette présidentielle en dégageant quelqu'un au sein, soit du PDCI ou bien au sein du PPACI? Je vais vous répondre. S'il vous plaît. Vous savez, quand on me dit M. Ouattara a tout gagné, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple doux. Le peuple de Côte d'Ivoire ne prend pas les armes, ne crée pas des rébellions. Il ne faut pas oublier ça. N'oubliez pas cela. Nous avons évolué toujours, même avec Houphouët-Boigny, dans un combat démocratique. Le président Laurent Gbagbo perd du multipartisme en Côte d'Ivoire et de la démocratie. C'est vrai. Oui. Ça aussi, c'est une vérité Quelqu'un historique. ne peut pas nous renier ça. On est d'accord. Donc, quand on lutte avec des règles démocratiques et qu'en face, on a des gens qui ne luttent qu'avec la violence. C'est pour ça qu'à chaque élection, il y a des morts. En 2010, dont il parle, mais il y a eu 3000 morts. Gbagbo a été envoyé à la CPI et acquitté. On recherche toujours dans le cas Ouattara les auteurs de ces morts-là. À côté de ça, en 2020, il y a des têtes qui ont été coupées en Côte d'Ivoire. Et là, il y a encore des morts. Et M. Diaby disait tout à l'heure que
c'est ceux qui sont descendus dans la rue pour exprimer leurs droits de manifestation. Article 20 de notre Constitution, qui sont responsables des morts, non, c'est ceux qui ont tiré. Et ceux qui ont tiré, c'est le pouvoir d'en face qui a tiré. Et nous étions dans la rue. De quelle année? De 2025? 2025. C'est eux qui ont tué les gendarmes. Les 33 personnes. Les gendarmes, pour l'instant, ils ont voulu ouvrir une enquête. Pas de Attendez, s'il vous plaît. Il va vous répondre. Hein. Il va vous répondre, mais je n'ai pas fini. D'accord, allez-y très rapidement, M. Legault. On a trouvé déjà les coupables de ceux qui ont brûlé les maisons, mais on n'a pas encore trouvé le coupable de celui qui a tué les gendarmes. Il faut le trouver. Il faut le punir. Ça à eux. Depuis 2020, ceux qui occupaient le Baka vert, on n'a pas encore trouvé les coupables en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que lorsqu'on parle de M. Ouattara qui a tout gagné, oui, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas habitué, n'est pas formé à la violence politique. Donc la différence entre eux et vous, selon vous? C'est la violence. C'est la violence. C'est la violence. Nous, on s'est battu pour la démocratie et je voudrais corriger une chose quand il dit que personne n'est encore allé au chevet de ceux qui sont morts. C'est pas vrai, c'est eux qui ne sont pas partis. Vous êtes partis. Nous sommes partis, on a envoyé une forte délégation à Nayo, tout le monde a vu Nandi Bamba à Nayo. Tout le monde a vu Nandi Bamba à Yamoussoukro. C'est eux. Eux, ils sont prêts à verser du sang pour le pouvoir. Il va vous répondre, mais en attendant, on marque une coup de pause. Merci beaucoup. Dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the new African channel.